Maître Ayodele Liaounou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous sortez là d'une audience à la Criette. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Écoutez, il y a eu ce matin une audience de la session de l'instruction de la Chambre des appels, qui est une juridiction du second degré, et par rapport à la commission de l'instruction, qui avait eu en charge l'instruction du dossier auquel vous faites allusion. Il s'agit du dossier qui concerne monsieur Olivier Boucan, notre client, et d'autres personnes. Alors, le 26 décembre passé, la commission de l'instruction a rendu un arrêt de mise en accusation, c'est-à-dire une décision qui vient clôturer, selon la commission, l'instruction qui a été menée jusque-là et qui renvoie les personnes poursuivies devant une juridiction de jugement. Et donc, la loi a prévu que les décisions de cette commission sont susceptibles d'appel. Ce que nous avions fait, dès que nous avons reçu, 26 décembre, notification de la dite décision, nous avons immédiatement relevé appel de cette décision. Et donc, la session de l'instruction, qui est le juge d'appel des décisions de la commission, a cru devoir nous inviter à une audience de ce jour, et je vais vous décrire tout à l'heure les circonstances dans lesquelles l'invitation, l'avis de prendre connaissance du dossier a été donné, l'invitation et tout ça dans une célérité incroyable, pour rendre la décision qui a été rendue ce matin, une décision de confirmation de l'arrêt de mise en accusation qui renvoie les personnes poursuivies devant une juridiction de jugement pour être jugées. Alors, quel est votre sentiment à l'issue de cette décision de confirmation-là? Monsieur le journaliste, je ne sais plus s'il faut continuer à croire que nous sommes dans un état de droit, c'est-à-dire un état qui a des lois, qui a une constitution respective des droits fondamentaux de la personne humaine et qui lui-même se soumet à ces lois et à cette constitution. Et quand on dit lui-même, il s'agit des autorités dépositaires de la puissance publique. Avec ce que nous avons vécu jusque-là, nous nous demandons s'il était nécessaire, s'il était vraiment nécessaire d'organiser un procès. Et s'il fallait pas, juste après les déclarations du colonel, qui reste dans ce dossier, le témoin unique, le seul témoin à charge. Et les pénalistes comprennent très bien quelles sont les conséquences d'une telle façon ou d'un tel procédé. En fait, le seul témoin, on se demande si, après ces déclarations, s'il ne fallait pas, en lieu et place d'un procès, notifier les condamnations aux personnes poursuivies et qu'ils aillent en prison. Voilà mon sentiment, monsieur le journaliste. Vous sentez là qu'il y a une justice un peu expéditive, ou bien vous parlez tantôt de cette décision qu'on rend à la manière cavaleresque, là? Vous savez, ce que nous avons vécu juste là, et je vous le dis en toute sincérité et sur la foi de mon serment, non, ni la justice, ni les magistrats. C'est-à-dire que il y a la violation des droits élémentaires de la défense. Et cette violation a atteint un niveau qui dépasse le pensable. Au point où, même un journaliste sans culture juridique peut se demander, mais est-ce que nous allons vers un jugement ou nous allons vers une condamnation? Est-ce que les magistrats instructeurs voulaient instruire, parce que nous l'avions dit dans une interview passée, que l'instruction vise à établir la vérité. Le juge d'instruction qui poursuit l'instruction et qui pose les actes d'instruction, il n'a pas de parti pris. Et ça se fait à charge et à décharge. Et sa vocation, c'est d'éclairer les juges qui auront en charge le dossier dans la phase de jugement. Et donc, lui, c'est comme un éclaireur. Et il balance son projecteur scientifique dans tout le dossier et au-delà du dossier pour savoir est-ce que les personnes ont réellement commis les faits qui ont été mis à leur charge. Et s'agissant de faits
mise à la charge, je ne vous apprends rien. Même l'histoire de notre pays et montre aux profanes qu'il ne suffit pas que les gens soient poursuivis et qu'il ne suffit pas que les gens soient accusés pour qu'ils soient coupables. Et donc, le juge d'instruction, il n'a pas de parti pris. Mais ce que nous avons vécu juste là, face au niveau qu'a atteint la violation des droits de la défense, mais nous sommes en droit de nous demander, mais où est-ce qu'on va? Vous ne sentez pas cet éclairage du juge d'instruction, c'est ça? Il n'y a pas du tout l'éclairage. Monsieur le journaliste, qu'il vous souvienne que dans cette affaire, le 28 novembre, la criette avait annoncé les couleurs. C'est-à-dire que face à une exception d'inconstitutionnalité qui avait été soulevée, les juges de la session d'instruction, alors que la Constitution leur fait obligation que lorsque vous recevez une exception d'inconstitutionnalité, vous devez surseoir. Et non seulement vous devez surseoir la Constitution, je vous dis bien la Constitution, leur fait interdiction d'avoir à statuer sur l'objet principal de l'ECD. Nous parlons de la Constitution, c'est le vaudou national. On ne parle pas d'un décret ou d'une circulaire ou d'une disposition légale vulgaire, nous parlons de la Constitution. Mais vous savez, les juges d'instruction, déjà ce 28 novembre, ils ont dans une décision dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir. Et plus loin, et sinon pire, ils ont vidé l'objet de leur saisie. Ça dit que, mais écoutez, alors, nous avons déjà compris que là, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes dans une procédure ordinaire ou une procédure normale. Nous sommes dans quelque chose qui n'a pas de nom. Parce que l'état de droit, en matière de procédure pénale de surcroît, tout est connu d'avance. Ce que vous devez faire est connu. Et c'est ça qui garantit la sécurité à tout le monde. Et je vous dis, la session de l'instruction ce 28 novembre avait non seulement dit qu'il n'y avait pas lieu à surseoir et à vider sa saisine, c'est-à-dire a rendu la décision sur le fond. On était là quand la Cour constitutionnelle nous a invités. On se présente et on se rend compte que l'exception d'inconstitutionnalité qui avait été soulevée et pour laquelle la Cour a dit qu'il n'y avait pas lieu à donner quelque chose que ce soit, cette exception se retrouve devant la Cour constitutionnelle. Et nous demandons au juge constitutionnel, mais on ne comprend pas qui vous a saisi. Parce que le juge avait déjà indiqué qu'il n'avait pas lieu à surseoir et à vider sa décision. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait devant vous. Et la Cour constitutionnelle nous a renvoyé le dossier pour nous permettre de prendre connaissance des éléments. Et nous découvrons, à la stupéfaction générale, que ce jour-là, il y aurait eu une décision que le juge dit avoir rendue à la même audience qui, oui, dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir, mais ordonne la transmission du dossier. Et puis, nous savons que, ça dit, personne ne sait dans quoi nous nous retrouvons. Et, monsieur le journaliste, je l'ai dit, ce n'était qu'au moment où on considère que la criette a annoncé les couleurs. Mais nous en étions là pour vous épargner de quelques détails, évidemment, qui confortent notre sentiment d'être devant une institution qu'on ne reconnaît pas. Alors, nous en étions là lorsque le 26 décembre, nous recevons notification de l'arrêt dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'arrêt de mise en accusation. Alors, cet arrêt renvoie les personnes poursuivies, dont notre client, monsieur Olivier Boucor, devant la juridiction de jugement pour 2 prétendues infractions. Il s'agit d'atteinte à l'autorité de l'État et corruption d'agence publique. Et donc, manifestement, l'infraction de blanchiment de capitaux a été exclue. Et écartée. Tout à fait.
Alors, nous avons, ainsi que nous l'avons indiqué, relevé immédiatement appel de cette décision du 26 décembre. Mais nous avons relevé appel de cette décision pour des raisons purement techniques. Lesquelles, Maître Ounou Ayodele? D'abord, cette décision, elle est étrange. D'abord, en la forme. Vous savez, la décision de mise en accusation, c'est une décision qui clôture l'instruction. Alors, comment vous pouvez imaginer que cette décision intervient dans une circonstance où les juges d'instruction de la commission ont encore des demandes. Je vous dis, ils ont encore des demandes de mesures d'instruction complémentaires, alors que la loi leur fait obligation. Lorsque vous recevez des demandes de mesures d'instruction complémentaires, vous devez statuer sur ces demandes-là. Alors, cet arrêt de clôture intervient dans une situation où ces demandes sont là. Les juges, comme vous pouvez, en fait, de façon extraordinaire, ont même été relancés. C'est-à-dire que vous soumettez une demande, vous attendez, le juge ne statue pas, et vous le relancez. Mais vous lui rappelez que vous avez des demandes sur votre table. Et la loi vous fait obligation, le code de procédure pénale les oblige à statuer. Ces demandes-là. Mais les demandes sont là, on rejette pas, on n'accueille pas, on ne se prononce pas, et on clôture l'instruction, et on renvoie les personnes poursuivies devant la juridiction de jugement. Mais il y a mieux, ou pire. Vous savez, des actes de l'enquête et des actes d'instruction ont fait l'objet de demandes en nullité. Qu'ils vous souviennent, nous avons attaqué ces actes-là parce qu'il y en a qui sont manifestement contraires à la loi. Et il n'y avait pas de possibilité juridique de penser que ces actes-là peuvent survivre dans une procédure normale et dans un état de droit qui se respecte. Et on ne peut pas laisser ces précédents souiller, s'il vous plaît, la procédure pénale. Et donc, la défense avait attaqué cette demande. Et qu'est-ce que la loi indique? Lorsque vous portez une demande en nullité contre des actes d'instruction et des actes d'enquête, vous les portez devant la session de l'instruction. Et vous savez, la session de l'instruction à qui nous avons soumis ces demandes les a rejetées. Et depuis le 28, quand vous mettez les étapes les unes après les autres, vous comprenez aisément que ce rejet ne doit pas surprendre. Parce que déjà, on a le sentiment que nous sommes dans un système d'entonnoir. Quel était le motif, Maître Ayodele? Non, les demandes ont été rejetées. C'est la décision doit faire 37 pages. Il n'y a pas, c'est pas nécessaire de revenir sur ces détails, mais retenons que une fois que l'arrêt a été rendu, nous nous sommes pourvus en cassation. Et pour vous dire de façon globale, aujourd'hui, nous sommes devant la Cour suprême sur 3 pouvoirs différents, dont celui relevé dans le cadre des demandes de nullité des actes d'instruction. Mais vous imaginez que, alors que le pouvoir est suspensif à tous égards, et donc tout ce qui a été fait est frappé de pouvoir, on doit pouvoir attendre. Mais comment vous pouvez comprendre que des magistrats aient pris de la vérité, de la recherche de ce qui s'est réellement passé, de la recherche de la culpabilité ou de l'innocence, des magistrats qui sont mus par l'idée de montrer au peuple la vérité du dossier, parce que, évidemment, vous avez entendu des condamnations par-ci, par-là, des partis politiques qui ont porté la voix pour condamner, mais aucun d'eux n'a le dossier. Et donc, il s'agit de déclarations purement politiques qui n'ont rien à voir avec le dossier lui-même. Évidemment, vous n'avez pas le dossier, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et vous ne devez même pas aller jusqu'à violer la présomption d'innocence parce que vous ne connaissez pas le dossier, mais vous devez connaître que constitutionnellement, les personnes qui sont poursuivies bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une décision intervienne et les condamne, tout au moins. Alors, nous sommes devant la Cour suprême pour toutes ces procédures-là, et notamment pour la procédure de nullité. Mais vous clôturez l'instruction, mais vous imaginez que demain, la Cour suprême, parce qu'il y a des arguments imparables, je vous dis qu'il y a des demandes qui
en droit, ça ne peut pas prospérer. Sous quel angle que vous puissiez analyser ces actes qui ont été posés, mais ça ne peut pas. Et vous avez le sentiment qu'on a conscience de ce que, si ça va loin, c'est les hauts magistrats. Et tout peuvent dire, ah non, il faut que ça s'arrête, parce qu'il faut qu'un jour, des magistrats puissent dire que non, ce que vous faites là, ce n'est pas conforme au droit. Ne serait-ce que pour l'histoire. Et donc, vous avez le sentiment qu'on est pressé. Mais pourquoi vous êtes pressé? Si vous devez être pressé, mais vous restez pressé conformément à la loi. Vous ne faites pas des choses qui demain ne puissent pas être défendues. Mais quel serait le repère de la génération à venir? Nous ne sommes pas dans un état voyou. Et aucun citoyen ne peut se vanter de ne pas être dans un état de droit. Ça n'existe nulle part. Parce qu'il y a un orgueil à être dans un état de droit. Et c'est ce que nous vendons. Et c'est pour ça que les investisseurs arrivent. C'est ça qui garantit le développement plutôt. Parce que si vous n'avez pas une institution judiciaire assez crédible, mais vous ne pouvez pas. Les gens ne peuvent pas faire confiance en vous. Et c'est ce travail-là que tous les acteurs impliqués dans l'œuvre de justice devraient faire. Et c'est ce souci qu'ils devraient avoir. Nous avons dit que, mais, pourquoi se précipite-t-on dans des circonstances que je viens de vous décrire? Dans des circonstances où des demandes sont encore sur le bureau des juges, on ne statue pas sur ces demandes. Dans des circonstances où la régularité même de la procédure est querellée devant la Cour suprême et que ce recours est suspensif. Mais qu'est-ce qui précipite tant? Est-ce la recherche de la vérité? De quoi a-t-on besoin pour pouvoir braver aussi frontalement les dispositions fondamentales? Mais c'est des questions qui sont de nature à traumatiser tout citoyen épris de justice. Vous savez, la défense est sacrée, hein? Et quand vous faites les choses, vous le faites pour vous-même. Quand vous éditez les lois, vous les éditez pour vous-même. Quand un juge rend une décision pour les autres, il la rend pour lui-même. Parce que aujourd'hui vous êtes juge, demain vous pouvez être jugé. Il faut jamais perdre ça de vue. Et donc, on reçoit l'avis le 30, pour certains la nuit, pour prendre connaissance du dossier et pour produire leur mémoire pour le jeudi. Sachant que il y a le 1er janvier qui est férié, et donc la défense ne pourra pas avoir accès au dossier le 1er, donc la défense n'avait que 24 heures pour non seulement prendre connaissance du dossier, mais produire des mémoires. Et produire des mémoires pour quel jour? Une audience qui est prévue pour 9 heures. Et donc vous allez vous demander, mais est-ce qu'une formalité administrative ou une formalité judiciaire? Parce que si on déposait les mémoires aujourd'hui à 8 heures, mais les juges doivent quand même prendre en compte. Et donc la défense a non seulement sollicité un renvoi, qui a été déposé le 31, la défense a déposé une exception d'inconstitutionnalité après avoir recusé, parce que quel est ce juge qui va penser qu'il était humainement possible pour des avocats un 31 décembre de prendre un dossier, de le lire, de lire tout ce qu'il y a dedans, toutes les réquisitions qui ont été prises, de travailler sur leur mémoire, de les produire pour 8 heures. Ce n'était pas possible. Et donc, on avait compris que ces gens n'étaient pas dans une dynamique d'une justice équitable, d'une justice qui œuvre pour la manifestation de la vérité et d'une justice qui nous honore. Et donc, nous avons déposé, après avoir recusé les juges, nous avons déposé une exception d'inconstitutionnalité bien argumentée, parce que nous avions estimé que la loi permet aux juges recusés de continuer à instruire le dossier. Et c'est ce qui s'est passé, nous l'avions peut-être pas dit. Vous savez que tous les magistrats de la commission d'instruction ont été recusés. Parce que déjà, dans un acte préalable à la clôture, ils avaient pris position alors même que l'instruction n'était pas terminée. Et on a compris, comme je vous l'ai dit, que nous sommes dans une cause, dans une procédure à l'entonnoir. C'est-à-dire le juge s'est déjà fixé là où il va et il met tout en œuvre pour y aller. Et donc, nous avons estimé qu'il y avait un problème de confiance sur l'impartialité des magistrats et nous les avons recusés. Mais comment vous pouvez imaginer qu'on vous suspecte que, non, ça ne va pas. Et la loi permet, lorsque le citoyen pense qu'il n'est pas, que son droit à un procès équitable n'est pas garanti, qu'il puisse remettre en cause l'impartialité du juge et le recuser. Mais comment un juge recusé, la loi puisse lui permettre encore d'instruire? Et donc, nous avons estimé, dans un argumentaire bien développé, que cette disposition
qui permet à un magistrat d'instruire en même moment qu'il est recusé, que ne garantit pas le droit à un procès équitable. Et c'est cette exception d'inconstitutionnalité que nous avons déposée au dossier. Mais vous imaginez, malgré tout ça, les magistrats, quand ils sont venus ce matin, comme si de rien n'était, ils ont foncé tout droit sur la décision. Ils n'ont pas voulu, les confrères ont sollicité la parole, mais personne n'a voulu les entendre et ils ont rendu la décision de confirmation. Mais, monsieur le journaliste, voilà ce que la défense vit. Et puisque les avocats sont des acteurs principaux du service public de la justice et qui ont une mission républicaine, je dirais, voilà ce que la République vit. Mais une chose est certaine, lorsque tout semble perdu et que le peuple, pris de peur, ne semble plus croire en rien, il faut que les magistrats le sachent. La justice, elle, doit rester républicaine, car c'est elle, et elle seule, qui permet de restaurer l'ordre et de redonner confiance au peuple souverain. Je vous remercie.